Ce choix du terme de trans, ce simple préfixe, il est lié, entre autres choses, à l'histoire en fait, de ces différentes catégories. C'est vrai que les catégories les mieux connues pour parler de cette population, c'est sans doute le terme de transsexuel ou de transgenre. Mais ces mots, moi j'ai considéré qu'ils étaient peut-être un petit peu trop chargés, connotés, du fait de leur histoire. Par exemple, le terme de transsexuel a émergé dans les années 50, dans un contexte médical, pour désigner à la base, dans le tableau clinique, les personnes qui souhaitaient donc changer de catégorie de sexe et intervenir sur leur corps, notamment par le biais d'une chirurgie dite de réassignation de sexe. Ensuite, dans les années 70, a émergé un autre terme, le terme de transgenre, qui lui a été employé au départ dans un contexte plus militant, parmi des personnes qui souhaitaient eh bien, pouvoir changer de catégorie de sexe sans avoir recours à des modifications corporelles médicalisées. Donc c'était pour se dissocier des dits transsexuels. Et ensuite, dans les années 90, ce terme de transgenre, il est devenu un petit peu plus inclusif, sous la plume de certaines théoriciennes trans. C'est devenu un terme qui englobe globalement toute la population trans, peu importe le recours ou non aux modifications corporelles. Mais malgré tout, en fait, c'est des connotations qui restent. Beaucoup de personnes l'entendent encore à ce sens, voilà, selon ce sens qui était le sens de ces termes au début. Et du coup, pour éviter en fait toute forme de confusion, moi j'ai préféré utiliser ce terme, ce préfixe de trans, pour pouvoir inclure une diversité de profils de personnes et montrer aussi qui pouvait avoir recours ou non aux modifications corporelles, parce que voilà, beaucoup de personnes trans y ont recours, d'autres n'y ont pas recours, et c'était intéressant de voir qui avait recours à quoi, parce que ce n'était pas forcément toujours les mêmes profils. Ça s'est formulé de différentes façons. En fait, cette période-là, historiquement, bien sûr, il y avait des trans avant la fin du XVIIIe siècle, à l'évidence, mais disons que le XXe siècle, il est marqué par vraiment une dynamique de médicalisation de ces parcours. C'est comme ça qu'on les connaît beaucoup aujourd'hui. Finalement, c'est une question qui a vraiment émergé dans le champ médical à la fin du XVIIIe, avec un traitement qui était assez proche de celui de l'homosexualité, en fait, à l'époque. Donc il y avait des liens très forts entre les questions de genre et de sexualité, notamment dans le champ de la sexologie. C'est beaucoup là qu'il a été traité à ce moment-là, et notamment sous la plume de Magnus Hirschfeld, qui était un sexologue et endocrinologue par ailleurs, et qui, du coup, voilà, lui a participé d'une théorie qu'on appelle la théorie des intermédiaires sexuels. Donc, lui considérait eh bien, que les trans étaient nés dans le mauvais corps, d'une certaine manière, que c'était des personnes avec une âme de femme dans un corps d'homme ou inversement. Et du coup, c'était un raisonnement que d'autres avaient à propos de l'homosexualité aussi, par ailleurs, ce discours du mauvais corps. Et ensuite, eh bien, lui, il a entrepris de traiter médicalement cette condition, donc il était médecin. Bon. Et cette approche, elle a perduré tout au long du siècle dernier. Et une autre approche est venue ensuite eh bien, perturber un petit peu cet agenda qui consistait à soigner les corps des personnes. C'est les approches psychiatriques, psychologiques et psychiatriques, donc plutôt au milieu du XXe siècle. Ces approches sont très rapidement, se sont très rapidement trouvées dominantes dans le champ médical et psychiatrique. Ceux qui ont porté cette approche, c'est John Monnet, Robert Stoller, voilà. Et eux entendaient plutôt soigner l'âme des personnes trans, c'est-à-dire ne pas modifier leur corps, mais modifier voilà, ce qu'il y a dans leur tête en termes d'identité de genre. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'est apparu pour la première fois le terme de genre. Ce n'est pas dans les études féministes qu'il a émergé, c'est dans ce contexte-là. Et du coup, ces approches-là, eh bien,
ont entrepris de soigner les trans simplement par psychothérapie. Et bon, cette histoire, en fait, est fortement marquée, si vous voulez, par une lutte entre ces deux approches dans le champ médico-psychologique, donc, et les trans sont intervenus là-dedans, par ailleurs. C'est-à-dire que, évidemment, beaucoup de trans se sont alliés à des sexologues, ont fait financer leurs recherches, ont joué un rôle d'experts, et puis parallèlement, les personnes trans, bien sûr, essayaient de contourner le protocole psychiatrique qui leur était proposé. Puisque beaucoup le contournaient, et puis puisque les psychiatres et psychologues ont bien dû admettre que bon, ça ne marchait pas tout à fait, eh bien un compromis a été trouvé dans les années 60 pour donner l'accès aux modifications corporelles aux personnes trans, mais à la condition d'une évaluation psychiatrique. Donc, et c'est encore le protocole qui est proposé aux personnes trans aujourd'hui, à vrai dire, c'est effectivement un accès à des modifications corporelles à la condition d'en passer par cette évaluation qui est un standard de soins international. Ce n'est pas propre à la France, ce protocole. La population trans est traversée par des inégalités, comme toute autre population minorisée. C'est vrai qu'un point de départ de cette recherche, c'était de montrer justement que eh bien, les trans ne sont pas que des trans, que eh bien, des rapports sociaux, des rapports de pouvoir, des inégalités se déploient aussi au sein de cette population qui est souvent, c'est vrai, présentée de manière assez homogène, assez monolithique. Donc, moi, je me suis inspiré d'une critique qui a été faite beaucoup dans le champ des études féministes, notamment par les approches intersectionnelles, qui portaient l'idée que, eh bien, les femmes ne sont pas que des femmes. Beaucoup d'autres facteurs peuvent façonner leur expérience de la domination masculine, l'expérience qu'elles en font. Et du coup, c'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire que au fil du temps, eh bien, les trans ont, en tant que population, eh bien, accédé à de plus en plus de soins, accédé à des droits. Cependant, eh bien, tout le monde n'a pas accès à la même chose. Bon, il y a des inégalités sociales de santé qui sont très fortes, qu'on connaît à l'échelle de l'ensemble de la population, mais qui sont particulièrement fortes peut-être au sein de cette population. Il y a vraiment, par exemple, un circuit médical à plusieurs vitesses. Et ça donne lieu à l'expression d'inégalités de classe assez considérables et qui sont accentuées de fait par la nature des protocoles qui sont proposés aux personnes trans en France comme dans beaucoup d'autres pays et qui peuvent les placer dans une situation un petit peu délicate et paradoxale. Il y a des injonctions paradoxales à l'égard des personnes trans, par exemple. Pour pouvoir accéder à des modifications corporelles, il faut en passer par une évaluation psychiatrique et il faut pouvoir prouver au psychiatre que l'on est bien l'homme ou la femme qu'on demande à devenir, sans avoir encore eu accès aux modifications corporelles. Pareil pour le changement d'état civil, pour obtenir des papiers adéquats. Il faut prouver que l'on est bien dans la catégorie de sexe demandée sans encore avoir les papiers d'identité adéquats, donc la condition fondamentale d'une bonne intégration sociale. Et donc ça tend à évidemment accentuer ces inégalités puisqu'il y a des personnes qui ont les moyens de contourner un petit peu ces protocoles, qui ont les moyens de mobiliser par exemple des avocats, d'aller en libéral, voir un psychiatre en libéral, puis ensuite de financer tous ces soins soi-même. Donc de très fortes inégalités de ce point de vue-là. J'ai aussi pu observer de fortes, je ne sais pas si je dirais inégalités, mais en tout cas une forte asymétrie de genre dans le traitement des personnes trans. Ça s'est apparu de manière très très claire dès le début à différents niveaux, donc notamment dans la prise en charge médicale. Tout au long du XXe siècle, la théorisation médicale en fait de ce que c'était que les parcours trans, elle a concerné avant tout les femmes trans, donc les personnes qui ont été initialement assignées hommes et qui sont devenues des femmes.
Et donc, les soins, l'accès aux soins a été jusqu'à assez récemment plus difficile hein, dans le cas des hommes trans. Et j'ai pu remarquer par ailleurs que, bon, d'un point de vue, on sort un petit peu du cadre médical, mais d'un point de vue voilà, social et matériel, les transitions des femmes trans tendaient, alors qu'elles étaient plus visibles et mieux reconnues dans le champ médical, tendaient à être moins bien accueillies, hein, notamment par l'entourage familial, professionnel, etc. Et qu'on trouvait par exemple chez les femmes trans plus de ruptures familiales. Ce qui les place dans une situation, lorsqu'elles sont jeunes, de précarité. Donc il y a énormément de précarité parmi cette sous-population qui est les femmes trans jeunes. Bon. Et du coup, voilà, ça en dit long aussi sur le genre lui-même, c'est-à-dire sur la conception qu'on se fait de la féminité elle-même. Hein. Un homme qui se féminise, c'est considéré par beaucoup d'hommes généralement comme un déclassement tout à fait impensable. Il y a vraiment voilà, une protection de cette classe masculine, de ses frontières, il faut que ce soit très clair. De même, les hommes trans peuvent avoir des soucis lorsqu'ils prétendent rejoindre le groupe des hommes, mais en tout cas, au début, les gens s'inquiètent un petit peu moins de cette transgression de genre chez les hommes trans. Donc voilà, il y a des inégalités qui se jouent à différents niveaux de genre, de classe, également de race. Hein. J'ai pu observer notamment que les hommes trans racisés, perçus comme non blancs, avaient de très grandes difficultés administratives, par exemple, alors qu'en général, les hommes trans ont moins de problèmes administratifs, matériels, etc., que les femmes trans. Hein. Comme je le disais, leurs transitions sont souvent mieux accueillies. Mais sur le plan administratif, c'est vrai que les hommes trans racisés, par exemple, peuvent avoir des grandes difficultés à effectuer n'importe quelle démarche. Hein. Déjà, c'est compliqué pour n'importe quelle personne trans en réalité, mais il y a un soupçon extrêmement fort hein, quand les papiers ne sont pas en concordance avec le sexe voilà, dans lequel la personne se présente. Donc voilà, des inégalités très diffuses et très enchevêtrées entre elles, hein, qui donnent lieu à des parcours, au fond, qui ne se ressemblent pas du tout, hein, selon les personnes trans. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin hein, de différencier ce qu'on appelle le sexe et le genre. C'est vrai que, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui différencient vraiment ces deux termes. C'est vrai qu'on entend souvent que le sexe, pas vraiment dans la recherche, hein, mais d'un point de vue médiatique par exemple, que le sexe ce serait quelque chose de biologique, hein, d'inné, quelque chose qu'on ne peut peut-être pas changer, ou en tout cas que ce serait les organes génitaux, disons, hein, c'est souvent la définition qui en est donnée, et que le genre, d'un autre côté, ce serait en revanche une identité subjective, personnelle, individuelle, que ce serait quelque chose du coup qui pourrait être construit. Et cette définition, en fait, elle remonte finalement aux années 50. Hein. C'est vraiment des définitions qui ont émergé dans la clinique de ce qui était appelé par les médecins de l'époque le transsexualisme et de l'intersexuation par ailleurs. C'était vraiment les définitions, c'est-à-dire qu'ils disaient voilà, il y a le sexe biologique et il y a les rôles de genre et l'identité de genre. Et c'est des définitions qui ont perduré. Alors moi, personnellement, d'un point de vue plus sociologique, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin forcément de les différencier ainsi. Personnellement, moi, j'utilise le terme de sexe, mais pas du tout dans ce sens-là. En fait, moi, je considère que le genre, c'est un rapport social. C'est un rapport social transversal hein, qui produit, différencie, hiérarchise des catégories de sexe, donc en l'occurrence hommes et femmes. Et ces catégories qui sont produites du coup par ce rapport social, moi je considère que c'est des catégories sociales, juridiques, administratives. Disons que ce rapport social qu'est le genre produit les catégories de sexe que l'on croit biologiques. Mais en réalité, bon, c'est vrai qu'on a maintenant beaucoup de recul avec des études sur le genre qui ont montré les approches matérialistes
du genre dans les années 70 et puis après avec les approches queer dans les années 90 que, bon, effectivement, le genre en tant que rapport social précède le sexe. C'est lui qui produit ces catégories de sexe que l'on croit biologiques et qui fait que, eh bien, on donne une signification sociale si discriminante à l'apparence des organes génitaux des individus, avant même la naissance parfois. Quand on dit c'est un garçon, c'est une fille, c'est performatif. C'est performatif, c'est une interpellation de genre eh bien, ça inscrit durablement la personne dans une socialisation qui sera différenciée au cours de sa vie. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin finalement de différencier les deux. Par exemple, quand on parle de classe sociale, on n'a qu'un terme pour ça. On parle de classe sociale, tout simplement. Et pour le genre, eh ben, on a deux termes, on a le sexe et le genre. Et tout ça, en fait, cette différenciation, à mon avis, revient à la question tout simplement biologique. C'est parce qu'il y a voilà, ce spectre de la biologie qui entoure ce rapport social particulier par rapport aux classes sociales, par exemple, et qui, à mon avis, moi je fais le pari que le terme de sexe sera peut-être de moins en moins utilisé et qu'on parlera peut-être de plus en plus de catégories de genre, tout simplement. La non-binarité, c'est un terme qui, quand moi j'ai commencé, était encore ma recherche, quand j'ai commencé ma recherche, était encore peu employé et qui a vraiment pris de l'ampleur au cours de la dernière décennie. Bon, c'est venu de l'anglais, non-binary. Et c'est vrai qu'on a pu assister à l'émergence de mobilisations collectives non-binaires aussi au sein des milieux trans, puis même au-delà. Maintenant, ben voilà, les personnes non-binaires ne se disent pas forcément trans par ailleurs. Bon. En fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui illustre cette dynamique-là. Des transformations profondes de l'ordre du genre, certaines transformations importantes qui sont en train de se faire. On constate que ces transformations, elles viennent en particulier de la jeunesse. Il y a des questions d'âge et de génération très fortes qui se jouent à ce niveau-là. Les non-binaires, j'ai pu observer que c'était des personnes pour beaucoup très jeunes, et pour qui l'évidence de la bicatégorisation sexuée ne fonctionne pas vraiment. Collège, lycée, études supérieures aussi beaucoup. Voilà, ça se joue dans la jeunesse. Il y a un aspect générationnel là-dedans, c'est-à-dire que les jeunes générations eh bien, ne sont plus socialisées tout à fait pareil que leurs aînés, que les générations de leurs parents en termes de genre. Il y a peut-être un petit peu plus de souplesse de ce point de vue-là. Et il y a aussi une question d'âge, bien sûr, qui se joue, qui vient s'articuler avec ça, c'est que quand on est jeune, eh bien, on n'est pas encore confronté à toutes les contraintes matérielles et administratives de la vie adulte. Et donc, on peut aussi bien explorer aussi un petit peu le champ des possibles en termes de genre. Alors, il y a vraiment ces transformations qui sont initiées par la jeunesse et qui, cependant, parmi les jeunes, ne se répartissent pas tout à fait, de manière tout à fait équivalente dans tous les groupes sociaux. C'est un phénomène qu'on observe comme étant plus fréquent chez les personnes qui ont initialement été assignées au sexe féminin, et socialisées initialement plutôt comme telles. Voilà, on peut mettre ça en lien aussi avec eh bien, le développement des critiques féministes à l'égard de certains types de masculinité aussi. La masculinité peut s'avérer parfois, moi j'ai pu l'observer dans cette recherche sur les trans, encombrante pour les personnes qui ne se reconnaissent pas comme femmes, comme on les a assignées, mais qui néanmoins ont du mal quand même à se dire homme aussi, alors que se dire femme pose beaucoup moins de problèmes dans l'autre sens. Voilà, il y a vraiment en fond ici, à mon avis, une vraie réflexion contemporaine autour des masculinités. On l'entend souvent avec des termes comme masculinité critique, masculinité toxique, etc. Bon, qui sont des termes que moi j'emploie pas, mais qui sont bien là dans le débat public aussi. Il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi un aspect de classe sociale qui, à mon avis, est aussi important de mentionner à ce niveau-là, c'est-à-dire que les non-binaires, on les trouve pour beaucoup parmi les personnes très instruites. Beaucoup d'étudiants et d'étudiants dans le supérieur, notamment,
Donc qui dispose d'un fort capital scolaire, culturel, et finalement, ça c'est des choses qui ont déjà été montrées en sociologie, hein, mais que cette souplesse vis-à-vis des normes de genre, on la trouve tout particulièrement dans ces milieux-là, parce qu'il y a aussi peut-être derrière le fait de se dire non-binaire ou autre, hein, d'ailleurs, eh bien, voilà l'expression d'une certaine forme de modernité, hein, peut-être d'une certaine forme de distinction de classe aussi parfois. Ça a été étudié notamment dans le cas de la gay friendliness déjà, ça, par Sylvie Tesson, Wilfried Roh, etc. Voilà, il y a aussi, ça a une signification quoi, hein, de se positionner ainsi, de montrer que voilà, on peut aussi dépasser ce modèle binaire, aller au-delà, penser de manière critique, justement, voilà, avoir une approche du genre critique, ça a des significations aussi sociales du point de vue de la classe, pas que du genre. Cette loi de 2016, donc l'apport qu'elle a pu avoir pour les personnes trans, c'est de démédicaliser hein, le changement de catégorie de sexe à l'état civil. Alors ça a des effets à plus ou moins long terme, hein, donc ça a un effet immédiat qui est de eh bien, ne plus contraindre les personnes à se faire opérer lorsqu'elles ne le souhaitent pas. Bon, ce qui est une question de droit humain, la France allait potentiellement être condamnée pour cette raison. Hein. Il y avait des saisines à la Cour européenne des droits de l'homme pour cette raison, puisque ça impliquait pour beaucoup une stérilisation forcée, hein, d'imposer ce critère, puisque le critère qui était exigé par les tribunaux, c'était généralement celui de la stérilisation, hein, comme modification corporelle jugée irréversible. Et donc, ça c'est l'effet immédiat, bon, mais sur le moyen et long terme, d'après moi, en fait, ça pose énormément de questions dans le champ de la reproduction, hein, du mode d'établissement de la filiation, hein, parce que ce que ça a pour effet, justement, de ne plus contraindre les personnes trans à être stérilisées pour changer d'état civil, c'est justement de permettre eh bien, aux personnes, à des hommes en fait, de porter des enfants et à des femmes donc d'être les parents biologiques d'enfants qu'elles font avec d'autres femmes. Voilà. Donc ça a évidemment des implications en termes des modes d'établissement de la filiation, hein, puisque notre système actuel fonctionne encore avec deux et seulement deux branches, hein, paternelle, maternelle, on devient mère par l'accouchement, on devient père par présomption ou reconnaissance. Or, ce système ne tient plus, hein, si on considère voilà, que des hommes peuvent porter des enfants, des femmes avoir des enfants avec leur compagne. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qui est beaucoup débattu. Il y a des juristes qui travaillent hein, là-dessus. La Cour de cassation, bon, en 2017, a rappelé qu'il n'y avait que deux sexes et que ça ne changerait pas de sitôt. Mais en tout cas, pourtant, voilà, ces enfants naissent ainsi. Et voilà, donc la question est sur la table. Et ça mène, à mon avis, inévitablement à repenser en fait le genre de la filiation, à repenser le mode d'établissement de la filiation avec des implications très fortes en termes de droits reproductifs. Effectivement, c'est compliqué de ne pas être tout à fait pessimiste sur cette question. Je vais faire du coup une réponse qui est optimiste sur certains points et pessimiste sur d'autres probablement. Il y a la question des catégories et il y a la question des rapports sociaux. Les rapports sociaux, moi je pense fondamentalement qu'on ne peut pas s'en défaire. Qu'on peut avoir l'impression que les choses s'améliorent, mais selon moi, les rapports sociaux, ils savent très bien se renouveler. Ils changent de visage, alors des fois on a l'impression qu'ils ne sont plus là, mais en réalité ils se déplacent, ils se transforment en permanence. C'est une des caractéristiques de tout rapport social que d'être profondément dynamique. Et du coup, je ne pense pas que les hiérarchies de genre, on puisse s'en défaire complètement. En revanche, je pense qu'on peut travailler sur nos modes de classement, nos modes de catégorisation, et qu'on a peut-être aussi une responsabilité de le faire hein, dans la recherche en sciences sociales. On le sait dans les recherches sur les classes sociales,
eh bien, justement, les travaux qui se sont attelés à penser comment catégoriser, hein, donc c'est une question très épistémologique, hein, mais comment on catégorise les individus, eh bien, ont eu un impact. Enfin, je veux dire, c'est, par exemple, typiquement, le travail de Bourdieu est venu débinariser, d'une certaine manière, l'approche qu'on avait des classes sociales. Une approche très marxiste, bon, voilà, Pierre Bourdieu a retravaillé, par exemple, en disant, bah, bon, il n'y a peut-être pas que deux et seulement deux classes, uniformes, unidimensionnelles, définies uniquement par un facteur économique, définies uniquement par la place qu'elles occupent dans les rapports de production. Hein, il n'y a pas juste les bourgeois et les prolétaires. Peut-être qu'il y a aussi d'autres formes de capitaux, hein, qui sont déterminants. Peut-être qu'il y a plus de deux classes, ou qu'il y a des fractions de classes, en tout cas que c'est peut-être moins binaire que ce qu'on imagine. Eh bien, moi je défends un petit peu la même approche pour le genre, c'est-à-dire que je pense que les hiérarchies vont rester. Cependant, je pense qu'on peut aussi imaginer le genre comme un espace social qui ne se cantonnerait pas à deux et seulement deux catégories tout à fait unidimensionnelles. Donc moi, c'est ce que j'appelle l'espace social du genre. Pour moi, dans cet espace, il peut y avoir des mobilités, hein, mais des mobilités qui ne se limitent peut-être pas à des passages stricts d'une catégorie homme à une catégorie femme. C'est ce que j'ai pu observer, hein. Il y a des mobilités sociales de sexe de différentes ampleurs, différentes natures. C'est des mobilités à géométrie variable. Et c'est ce qui m'a amené justement à me poser la question de comment penser justement cette diversité de genres, comment penser le genre peut-être au-delà de ce modèle traditionnellement dimorphique, bicatégoriel, tout en pensant en même temps les hiérarchies qui peuvent évidemment perdurer de ce point de vue-là, mais qui peut-être hiérarchisent plus de deux groupes aussi entre eux, hein, avec des positions de genre plus ou moins légitimes.